Wayne habitait en bas de ma rue. On est sortis ensemble et un jour, il a décidé qu'il voulait m'épouser. On s'est mariés et on a eu 2 garçons. Ils n'avaient que 13 mois d'écart. C'était un peu comme des jumeaux. C'était des enfants normaux. Ils allaient à l'école, ils rentraient à la maison, ils jouaient, ils avaient des amis. Tout allait très bien. Mais au bout d'un moment, les choses ont changé. Avec le temps, Annette et son mari Wayne s'éloignent et leur mariage commence à battre de l'aile. Un jour, Annette a rencontré un autre homme, Paul Eugene Capps, qui se faisait appeler Gene. J'avais connu Gene au lycée. On était sortis ensemble à l'époque. Un jour, je l'ai recroisé et on a discuté. De fil en aiguille, on s'est rapprochés en se disant qu'on verrait bien. Et tout s'est bien passé. Annette a fini par se séparer de Wayne pour entamer une longue relation avec Gene. C'était agréable et différent. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Mais tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil. Le fils aîné d'Annette, Jerry, a du mal à accepter le nouveau compagnon de sa mère. Quand Annette et Gene se sont mis ensemble, ça n'a pas plu à Jerry. Il ressentait peut-être une certaine loyauté envers son père. Et le fait que Gene débarque tout à coup comme ça, il a trouvé ça déplacé. Ce jeune homme voyait l'arrivée de cette tierce personne comme une intrusion, comme s'il avait brisé leur bonheur familial, ce qui peut provoquer beaucoup d'émotions. Annette n'a pas conscience de la rancœur de son fils et continue à voir Gene. Un jour, on avait organisé une soirée avec ma sœur et des amis. Gene était là. Jerry et son père étaient partis chasser et à leur retour, Jerry a décidé de passer. Le comportement de Jerry ce soir-là choque tout le monde. Quand ce côté impétueux et impulsif de la jeunesse est associé à une arme à feu, ça fait un cocktail explosif. Jerry a poussé Gene et il a tiré. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais il l'a fait. Personne n'a été blessé, heureusement, et ça n'a donné lieu à aucune arrestation. Ça aurait pu bouleverser leur vie à tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gene a un grand cœur. Je le vois bien dire à Annette, « Tu sais, c'est Jerry. Il a fait une erreur, certes. Ça nous a fait peur et ça aurait pu être très grave. Mais c'est pas un mauvais garçon. » Gene avait été perturbé par l'incident. Mais ce qui comptait pour lui, c'est qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Il voulait aller de l'avant. Annette et Gene décident d'oublier cet incident. J'ai vécu quelque temps avec lui, puis on a fini par se marier. C'était super, j'étais heureuse. On était tous les deux prêts à sauter le pas, alors on s'est lancés. On avait la bénédiction de tout le monde. Annette avait refermé le chapitre de son premier mariage. Gene en avait fait de même avec le sien. C'était un nouveau départ pour tous les deux. Jerry, qui a toujours été proche de sa mère, a fini par comprendre avec le temps qu'elle était heureuse avec Gene. Pour Gene, c'était sa famille aussi, à présent. Il considérait les enfants d'Annette comme ses propres enfants. Le lien était donc très fort. Annette et Gene achètent un terrain dans le quartier de West Ashley pour y construire la maison de leurs rêves. Ce n'était pas un projet très coûteux. Mais c'est quelque chose qui leur a demandé beaucoup de temps et de travail. Et ils ont relevé le défi ensemble. Gene a participé au chantier de la maison. Il s'est énormément investi. Je m'en suis beaucoup occupée aussi.
Ils l'avaient construite de leurs propres mains et ils en étaient particulièrement fiers. Jerry, le fils d'Annette, avance lui aussi dans la vie. Jerry s'est marié. Il est resté très longtemps avec sa femme. Ils ont eu un fils. Ils étaient très heureux tous les trois, et ça se voyait que ça lui plaisait. Ils avaient une jolie propriété de 2 hectares. Il se trouve que Jerry travaillait au même endroit que Jean, chez Bosch. Jerry a mené une carrière plutôt réussie là-bas. Jerry décide aussi d'investir dans l'immobilier. Jerry était un propriétaire foncier accompli. Il s'est débrouillé très bien sur ce marché qui était en plein boom à l'époque. Pendant les vacances, toute la famille se retrouve au bord d'un lac. Pour Thanksgiving, pour Noël, lors des vacances tous ensemble, tout le monde semblait s'entendre à la perfection. On recevait du monde pour faire des barbecues, ça allait et ça venait en permanence. Jerry aimait s'amuser. Il avait toujours le sourire aux lèvres. Il adorait ce lac. Les anciennes disputes de Jerry et de Jean n'étaient plus que du passé. Ils étaient devenus bons amis. Tout allait bien. Ce furent des années heureuses. On passait du bon temps. Mais pour Jerry, ce bonheur ne dure pas. En 2017, Jerry a commencé à avoir des problèmes personnels. Avec sa femme, il ne s'entendait plus. J'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. Je l'ai deviné à son comportement. Quand il venait au lac, elle l'accompagnait toujours et puis soudain, elle a arrêté de venir. Ensuite, son père à elle a emménagé avec eux et d'après ce qu'on m'a dit, ça a été source de tension. Quoi qu'il en soit, sa femme a fini par demander le divorce. Jerry doit alors quitter le domicile conjugal. Jerry traversait une sorte de crise de la quarantaine, avec le traumatisme que représente l'effondrement de son mariage et de sa famille. Et il s'est retrouvé passablement déboussolé, sans savoir où aller ni que faire. Alors Jerry, comme beaucoup d'autres dans sa situation, a décidé de retourner vivre chez sa mère pour avoir un point de chute. C'est ainsi qu'il a emménagé dans la maison qu'Annette et Jean partageaient depuis 25 ans. Ce choix n'était pas une nécessité financière. C'était plutôt un besoin émotionnel. Je crois qu'Annette était contente de pouvoir accueillir son fils chez elle, pour lui permettre de faire le point et de réfléchir à la suite. Il a demandé si Jean était d'accord, et il l'était. Si Annette le voulait, si elle avait besoin que son fils aîné revienne vivre avec eux, alors Jean n'y voyait aucun inconvénient. Même s'il avait été perturbé lors de l'incident avec le revolver, il voulait soutenir sa femme. Avec le recul, est-ce qu'on peut se dire qu'Annette aurait dû anticiper ce drame? Je ne pense pas. Je crois que personne n'aurait pu anticiper une telle chose. Comment quelque chose d'aussi simple qu'un sandwich a pu dégénérer de façon aussi meurtrière? Jerry Hancock, 51 ans, vient de divorcer et d'emménager chez sa mère et son beau-père, Jean. Quand on arrive dans la cinquantaine, qu'on a eu une situation confortable, avec femme, enfants, maison, et qu'on se retrouve soudain à un certain âge, sans toutes ces choses-là, ce n'est pas très agréable. Alors en 2017, Jerry traversait une période vraiment difficile. Ses problèmes personnels commencent à affecter sa vie professionnelle. Son travail ne lui plaisait plus et il m'a annoncé qu'il allait partir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
Certaines rumeurs ont circulé, selon lesquelles son travail n'était plus à la hauteur. Et c'est ainsi qu'il a été contraint de quitter ce poste, qu'il occupait depuis très longtemps. La maison d'Annette et de Jean constitue pour Jerry un refuge bienvenu. Il ne comptait pas rester pour toujours. Il essayait juste de se remettre de son divorce et de passer à autre chose. Tout allait très bien. Début 2018, Jerry semblait en bonne voie pour sortir des difficultés qu'il traversait, autant sur le plan conjugal que professionnel. À ce moment-là, Annette était heureuse d'avoir à ses côtés ces deux hommes qu'elle aimait tant, qui semblaient bien s'entendre et bien communiquer. C'était très agréable. J'étais heureuse qu'il soit à la maison et que je puisse lui préparer de bons petits plats. Il mangeait de tout. Il n'avait pas d'exigence. Quoi que je cuisine, il finissait son assiette et il disait « C'était super bon, maman !» Je m'occupais même de son linge. On me disait « Tu fais ses lessives ?» Et je répondais bah, « Pourquoi pas? Il habite ici, ça ne me dérange pas. » Il aurait pu le faire, mais ça ne me gênait pas. Je le faisais bien pour Jean. Je pouvais le faire aussi pour Jerry. Jean et Annette habitaient dans cette maison depuis très longtemps. Et Annette se pliait à tous les souhaits de Jean. Elle jouait les femmes d'intérieur. Alors, quand Jerry a emménagé avec eux, ça a pas mal rebattu les cartes. Jerry tient à participer à l'entretien de la maison et donne volontiers de son temps. Annette et Jean avaient acheté la maison 25 ans plus tôt. Or, dans n'importe quelle maison, après un certain nombre d'années, le toit commence à fatiguer, le système de chauffage aussi. C'est de l'usure normale pour une maison. On en fait tous l'expérience. Jean et Annette, qui étaient alors septuagénaires, étaient contents d'avoir de l'aide. Jerry tondait la pelouse, il entretenait la piscine, il faisait plein de choses. Ça ne le dérangeait pas de mettre la main à la pâte quand il y en avait besoin. Et l'idée, c'était que Jerry soit hébergé et qu'en échange, il aide le couple lorsque c'était nécessaire. Annette et Jean avaient donc un homme à tout faire qui vivait sous leur toit. Il bricolait, il réparait. La maison n'étant plus toute jeune, Jerry était là pour l'entretenir. La toiture doit être refaite. Jerry propose de s'en occuper. Je ne sais plus qui l'avait posé ce nouveau toit, mais je sais que Jean n'avait pas payé très cher. J'en ai payé une partie, m'avait-il dit. C'est Jerry qui en avait payé la plus grande partie. Tout le monde était content. Annette profitait de son fils. Jerry avait cette figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. Et Jean a pu tisser un lien père-fils avec Jerry. Jerry connaissait bien le marché de l'immobilier dans le secteur. Et Jean respectait son expertise. Ils discutaient de potentiels investissements. Des investissements qu'ils pourraient réaliser ensemble. Les deux hommes étudient notamment une transaction immobilière qui pourrait leur profiter à tous les deux. Ces conversations étaient de plus en plus fréquentes. Ils organisaient même des réunions de famille pour examiner des documents et discuter de tout ça. L'idée, c'était qu'Annette et Jean cèdent la maison à Jerry dans le cadre d'une vente. Jerry était prêt à payer un bon prix pour leur bien. L'avantage pour Jean et Annette, c'était qu'ils allaient pouvoir récupérer une belle somme d'argent qui leur permettrait de profiter davantage de leurs vieux jours. Jerry pensait à l'avenir, à ce qui profiterait à tout le monde, lui y compris. Il a donc pensé à ça, en se disant que ce serait un bon investissement. Ils ont fini par se mettre d'accord. Jean et Annette allaient vendre la maison à Jerry, mais il s'agissait d'une vente en viager. Cela signifiait que le couple avait la possibilité de rester habité dans la maison jusqu'à leur décès. Ils en gardaient l'usufruit. On ignore encore à ce jour qui a eu cette idée. Est-ce que c'était Jerry ou bien Jean? Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient tous les deux très enthousiastes. La seule personne qui avait des réserves au sujet de cette vente, c'était Annette.
J'ai dit à Jerry, n'achète pas la maison. Et j'ai dit à Jean, ne vends pas la maison à Jerry. C'est pas une bonne idée. D'où est-ce que ça sort? Tu veux vendre la maison? On l'a construite nous-mêmes, pourquoi on devrait la vendre? Malgré les doutes d'Annette, les deux hommes ont décidé de se lancer. Ils ont fait les choses en bonne et due forme, et Jerry a acheté la maison au couple pour la somme de 210 000 $, devenant ainsi officiellement propriétaire de la maison. J'étais sous le choc après cette vente. Je n'ai pas eu voix au chapitre. Ils ne m'ont pas écouté. Et ensuite, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Ça a vraiment été le début de la fin. Cinq mois après la signature de la vente, Jean constate une tendance à la hausse sur le marché immobilier du secteur. Jean, qui venait de vendre sa maison à Jerry pour 210 000 $, a commencé à étudier le marché et à voir que des propriétés semblables à la sienne se vendaient à des sommes bien plus élevées. La maison d'à côté s'est vendue près de 400 000 $, je crois. C'est là que tout a commencé à partir en vrille. À ce moment-là, Jean a estimé qu'il s'était fait complètement escroquer dans cette affaire. Et il a voulu renégocier la vente avec Jerry. Jean s'est énervé. Il voulait récupérer la maison. Il disait que le prix était trop bas. Jerry lui a dit, « Je t'ai donné ce que tu m'en as demandé. Je n'ai rien négocié. J'ai simplement accepté ton prix. » Jerry n'avait pas du tout l'intention de renégocier le prix avec Jean. Il considérait que les conditions de la vente étaient favorables à Jean et que c'était une transaction tout ce qu'il y avait de plus légitime. Ce désaccord au sujet de la vente de la maison a vraiment été la raison première du basculement dans leur relation. De violentes disputes à ce sujet éclatent désormais chaque jour. Annette est alors devenue la médiatrice, l'arbitre, si on veut. Certains jours, elle retrouvait son mari et son fils en train de crier et de jurer, s'écharpant sur la propriété, les motifs de la vente, leurs présences respectives. Clairement, leur colère et leur hostilité n'ont fait que s'amplifier avec le temps. Et tout a commencé à prendre des proportions énormes. Les petites disputes sur des choses insignifiantes se sont transformées en accès de violence, potentiellement mortels. Il provoquait tout le monde. C'était dans sa nature. Il n'était pas facile à vivre parce qu'il était très exigeant sur certaines choses. Ses repas, par exemple. Il aimait le poulet ou le bœuf cuisiné d'une façon bien précise. Alors si Jerry rapportait un plat de poulet qui n'était pas au goût de Jean, une prise de bec s'ensuivait immédiatement. Jean était alors très contrarié et le prenait comme une attaque personnelle. Je leur ai dit qu'on vivait sous le même toit et qu'ils devaient faire des efforts. Mais Jean en était arrivé à un point où il ne voulait plus faire d'efforts. J'ai dit non, il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer comme ça. Annette leur a proposé d'enterrer la hache de guerre. Et les deux hommes se sont mis d'accord. Jean respecterait davantage les souhaits de Jerry et Jerry en ferait de même. En outre, ce dernier a commencé à verser 300 $ à sa mère et à son beau-père chaque mois pour contribuer aux dépenses du foyer en signe de bonne volonté. La situation semblait sur le point de s'améliorer, mais Jean se demandait si l'incident qu'il venait de vivre avec son beau-fils ne serait pas le dernier. La relation entre Jean et Jerry en est arrivée à un stade où leur état d'esprit n'était plus du tout ancré dans la logique ou la raison. Les tensions s'accumulaient entre eux et ne faisaient que s'intensifier.
À un moment donné au mois de mai, Jerry et Jean se criaient tellement dessus que les voisins les entendaient. Il y a eu une énième dispute. Ils n'arrêtaient pas de se hurler dessus. C'était une querelle très bruyante et très animée. Alors la police a débarqué chez eux. Des policiers sont venus, mais ils n'ont arrêté ni mis personne en examen. Jean avait l'impression d'être verbalement agressée au quotidien par son beau-fils. Annette lui disait « Peut-être que c'est à cause de ta façon de lui parler, c'est en réaction à ça. » Là, il m'a accusé de prendre parti pour Jerry et pas pour lui. Tu le défends toujours. J'ai répondu, je ne prends parti pour personne, ni toi, ni lui, parce que je vous aime tous les deux. C'était difficile, mais je ne pouvais rien faire de plus. Entre Jean et Jerry, on est passé des petites disputes aux conflits violents. Ça ne faisait qu'empirer. Au cours de l'été 2018, on a constaté qu'il régnait toujours un climat hostile entre le beau-père et le beau-fils. Et la situation a commencé à s'embraser au début de l'automne 2018. Jerry était dans la cuisine. Jean regardait la télévision dans le salon. Ils se sont disputés. Puis, alors que Jerry s'apprêtait à sortir de la pièce où était Jean, je crois que Jean lui a dit quelque chose. D'après Jean, Jerry est passé derrière lui. Il l'a agressé physiquement. Alors, il a à nouveau appelé la police. Les agents prennent la déposition de Jean, d'Annette et de Jerry. Jerry soutenait qu'il ne l'avait pas frappé, ou que, tout au plus, il lui avait donné une petite tape à l'arrière de la tête en passant derrière lui. La version de Jean était très différente. Il considérait qu'il s'agissait d'une agression volontaire et qu'il souffrait d'une blessure à la tête à cause du coup de poing que Jerry lui avait asséné. Annette ne peut confirmer l'accusation d'agression portée par Jean. Jerry ne lui avait pas donné de coup de poing, juste une petite tape en sortant de la pièce. Rien de plus. Il n'y avait aucune trace sur lui. Il ne s'était pas fait frapper, mais Jean soutenait que si. Et là, je lui ai dit, « Jean, tu vas trop loin dans cette histoire. Il va falloir que ça cesse. » Alors que l'hiver s'installe, les tensions au sein du foyer ne font que s'intensifier. Un soir pour le Nouvel An, ils sont sortis dîner au restaurant ensemble, puis ils sont rentrés chez eux. Jean était là, Jerry et Annette aussi, mais il y avait également des membres de leur famille éloignés. Et la situation a vite dégénéré. Jerry et Jean ont commencé à violemment se disputer. Et Jean s'est retrouvée à terre. Une fois de plus, Jean appelle la police. Quand les policiers sont arrivés, Jean était caché dans la salle de bain. Il affirmait avoir trop peur d'en sortir parce qu'il avait été agressé par son beau-fils. En tout cas, c'était sa version des faits. Jean a déclaré que Jerry lui avait donné un coup de poing avant de pousser sa chaise en arrière, provoquant la chute de Jean et sa blessure au poignet. En effet, Jean était blessé. Cela ressemblait à une lésion qui avait été causée lors de sa chute, alors qu'il tentait de se retenir à sa chaise. Il avait des hématomes sur l'intérieur de l'avant-bras. La version des faits de Jerry est très différente. Jerry affirmait que c'était faux, qu'il n'avait frappé personne. Il disait que Jean avait trop bu, qu'il avait basculé tout seul dans sa chaise et qu'il était tombé parce qu'il était ivre. Annette se retrouve une fois de plus dans une position délicate.
Je n'avais rien vu de la scène. Je ne savais rien de plus. J'étais vraiment bouleversée. Je n'en revenais pas. Et puis, ça n'a fait qu'empirer. Les policiers en ont conclu qu'il était impossible de trancher. On ne savait pas qui avait agressé l'autre en premier. Ils ne remettaient en doute aucune des deux versions. Pour la troisième fois, aucune suite n'a été donnée. Donc ils sont partis. Et on pouvait se dire que ça s'arrêterait là. À ce stade, Annette était un peu agacée de cette hostilité et de cette violence permanente entre les deux hommes. Je détestais ça. Je croyais Jean sur parole, mais je pensais que Jerry aussi disait vrai. C'est pas agréable de se retrouver déchiré entre deux personnes comme ça, entre son mari et son fils. Les tensions entre eux commençaient alors à atteindre un point de non-retour. Annette se trouvait dans une position difficile. Qui devait-elle choisir? Elle n'avait plus la force de jouer les médiatrices. Alors, face à cette situation, sa solution a été de se retirer du conflit. C'est ainsi qu'elle a commencé à passer le plus clair de son temps dans le garage aménagé. La querelle s'était tellement envenimée que les pièces de la maison avaient été réparties entre les deux hommes. Jerry se terrait dans sa chambre et il y restait. Jean était dans le salon, à regarder la télé. Jerry sortait de la maison par une porte. Jean utilisait l'autre. Bref, ils essayaient de se tenir à l'écart l'un de l'autre. Je me disais, essayez de préserver la paix et n'essayez pas de vous chercher des poux. Vous ne pourriez pas bien vous entendre, vous comporter normalement? La paix entre Jerry et Jean est fragile. Et Annette reste sur le qui-vive. Annette avait vraiment du mal à accepter ce qu'il se passait au sein de son propre foyer. Elle se disait que si elle s'absentait, elle ne saurait pas ce qu'il pourrait se passer. Et elle redoutait le pire. Elle a donc cessé de se rendre au travail et elle n'allait plus faire de courses qu'en cas d'extrême nécessité, dans un souci de protection de son mari et de son fils. Mais un jour, une amie la convainc de sortir de chez elle. Tout allait bien quand je suis partie. J'ai demandé à Jean où était Jerry. Il m'a répondu dans sa chambre. Donc je me suis dit, ok, c'est bien. J'ai dit que je partais déjeuner. C'était une belle journée. On a passé un bon moment. On est allé chez Packers manger un sandwich. Mais ils font de grosses portions là-bas. Alors je n'ai pas pu finir le mien. J'ai décidé d'emporter le reste chez moi. Quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à Jean et à Jerry qu'elle avait mis un demi-sandwich au frigo et que si l'un d'eux le voulait, ils pouvaient le manger. Puis elle s'est retirée dans le garage. Je regardais la télé dans le garage quand le téléphone a sonné. J'ai répondu, c'était Jean qui me disait « Jerry mange tout le sandwich ». J'ai dit quoi? « Jerry mange tout le sandwich ». Vous pouvez pas partager? C'était pour vous deux. Celui qu'il voulait pouvait le prendre, c'est tout. Et j'en suis restée là. Annette a raccroché. Et elle est restée dans le garage. Mais elle ressentait une certaine appréhension. Je n'entendais rien. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir. C'est à ce moment-là qu'Annette s'est levée pour aller dans la cuisine. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Jerry qui était là, dans la cuisine, et qui remettait le reste de sandwich dans le frigo. Je n'ai pas vu Jean. Jerry a commencé à faire le tour de l'îlot. Il a atteint la porte.
Et Jean était là, une arme à la main. Il lui a tiré une fois dans la tête. Jerry s'est écroulé. Boum! Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'étais paniquée. Et puis, il s'est approché de lui. Et il a tiré 3 coups de plus. Je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas y croire. Elle a vu Jean tirer plusieurs coups de feu dans la tête de son fils. Puis elle est sortie de chez elle, en courant. C'est à quelle adresse? Venez vite, c'est sur Riverfront Drive. Il y a eu des coups de feu, un homme en a agressé un autre en lui tirant dessus. Faites vite, je ne sais pas ce qui se passe. Quand la police est arrivée sur place, Jean était assis dans son pick-up, dans la rue. Police de Charleston, arrêtez le véhicule. Lorsqu'ils se sont garés, Jean a déplacé son véhicule dans l'allée. Mettez vos mains en évidence. Vous, dans la voiture, les mains en évidence. Les mains en évidence. Sortez vos mains du véhicule. C'est bon. Police sur place. Il leur a dit qu'il avait une arme. Elle est dans ma poche. Les mains en évidence. Venez vers moi. Venez lentement vers moi. Et mettez vos mains en évidence. Ok, je vous menotte. L'arme est ici, prenez-la. Arrêtez de bouger. Ok, c'est bon. Ils ont récupéré l'arme. Il manquait 4 cartouches dans le revolver. Ouais, c'est bon. On l'embarque. Les policiers sont entrés dans la maison. Il est là-bas, par terre. Et c'est là qu'ils ont trouvé Jerry Hancock, allongé, face contre terre, dans une grande mare de sang qui continuait à se former sous son corps. Il a pris une balle dans la tête. Il présente une blessure par balle à la tête. Il n'a aucune réaction. Ils ont vite compris qu'il était décédé. Venez. Venez, madame, venez. Je sais, venez, venez. C'est mon fils. On l'a fait sortir. C'est pas possible. Venez. Les policiers éloignent Annette de la scène de crime. Venez, madame, on s'en occupe. Appelez mon ami. Annette était, comme on peut s'en douter, dans un état de choc extrême, presque déconnectée de ce qui se passait autour d'elle. Aidez-moi. Venez, madame. Aidez-moi. Les forces de l'ordre lui ont demandé de s'asseoir dans l'allée de la maison. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils vont faire de leur mieux. Aidez-moi. Mais c'est pas possible. Elle s'est assise dans cette allée, à quelques mètres à peine de son fils, qui venait d'être tué devant elle par son mari, qui a été emmené par la police. C'est pas vrai. Mais putain, c'est pas possible. Que s'est-il passé? J'en sais rien. Ils se disputaient depuis tellement longtemps. Mon fils a acheté la maison à lui. Il disait qu'il l'avait arnaqué. C'était des querelles sans fin. Mais de là à tuer mon fils... Pardon? Un seul témoin? Oui. J'ai rien vu, je sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez là? Oui, j'étais là. Et il n'y avait personne d'autre dans la maison? Non, personne. D'accord, Juste mon fils et moi. d'accord. Qui est l'homme qui a tiré? C'est Jean, mon mari. Votre mari, d'accord. On va sécuriser le périmètre. Vous avez besoin d'un médecin? Non, D'accord. je suis juste terrifiée, déboussolée. J'arrive pas à croire que mon fils soit mort. J'étais sous le choc. Je me disais que ça n'était pas réel, que j'allais me réveiller, que c'était juste un cauchemar. C'était impossible. Jean est emmenée au poste de police. Jean avait un comportement très calme, très détaché.
Il a mis un point d'honneur à montrer qu'il était tout à fait disposé à coopérer dans cette affaire. Je fais partie de la police scientifique. Je vais réaliser un prélèvement sur vos mains pour faire une analyse de résidus de tir. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains depuis l'incident? Non, j'ai pas eu le temps. Ok. J'ai simplement levé les mains devant moi pour me protéger quand il me frappait. Ok. Il arrêtait pas. Je vois. Ok. Cette main me fait mal. Ses vêtements sont saisis pour être analysés et les enquêteurs commencent à l'interroger. Vous pouvez nous donner votre nom complet, s'il vous plaît? Oui, Paul Eugene Capps, CAPPS. Êtes-vous prêt à nous parler aujourd'hui? Non. Au sujet de ce qui s'est passé? Je préfère ne rien dire sans avocat. Ok. Je peux vous dire une chose, j'ai été menacé. Il a menacé de me tuer plus d'une fois. Ce soir encore. C'est tout ce que je veux dire. Je regrette. Mais j'avais pas le choix. Ok. Je raconterai tout plus tard. Gene a fait une déclaration aux enquêteurs. En gros, il a dit que Jerry n'arrêtait pas de le harceler, ce qui l'avait obligé à passer à l'acte. Il va se passer quoi? On vous place en détention. Ok. J'espère que ma femme va bien. Elle va me détester. C'est bon. Gene est placé en détention. Après avoir fait appel au service d'un avocat, il finit par donner sa version des faits. Gene a expliqué que la situation chez lui était tellement intenable qu'il avait pris l'habitude d'avoir une arme sur lui. Il a affirmé que ce soir-là, Jerry le frappait sans relâche et que la seule solution pour qu'il arrête avait été de dégainer son arme et de lui tirer dans la tête. D'après lui, le premier coup n'avait pas suffi et les coups continuaient à pleuvoir. Alors, il avait été contraint de tirer à plusieurs reprises. La version de Gene ne collait pas du tout avec les impacts de balles constatés sur Jerry. Jerry présentait 2 blessures distinctes sur le côté droit de la tête et 2 autres sur le côté gauche, qui avaient été occasionnées alors qu'il était en train de tomber, puis déjà au sol. Ça ne correspondait pas aux blessures qu'on aurait dû trouver si la victime avait été en train d'agresser Gene. Ces affirmations ne concordaient ni avec le témoignage d'Annette sur ce qu'elle avait vu, ni avec les preuves matérielles retrouvées sur place. En outre, Gene ne présentait aucune trace de blessure visible, ce qui ne concordait pas avec une agression de cette nature. Paul Gene Capps est inculpé et plaide coupable pour l'homicide volontaire de Jerry Hancock. Gene a 76 ans lorsqu'il est condamné à 20 ans de prison. Il allait raconter aux gens dans tout le quartier que Jerry le frappait. Mais c'était faux. Il avait accusé Jerry à tort à de nombreuses reprises. Et il avait fait venir la police 3 fois à la maison. J'imagine qu'il voulait que tout le monde croie ça. Je crois que l'argent incite les gens à faire beaucoup de choses. Gene a dû avoir l'impression qu'on l'avait arnaqué et qu'il avait été floué par Jerry lors de la vente de la maison. Ce soir-là, c'est parti d'un rien. Gene considérait que le sandwich était pour lui et le fait que Jerry le mange a été la goutte de trop. Gene pensait pouvoir le tuer en toute impunité. Allez, on l'embarque. Mais on ne tue pas quelqu'un sans en payer les conséquences. C'est mon portefeuille. En fin de compte, dans toute cette affaire, la personne pour laquelle on a le plus de compassion, c'est Annette. Bien sûr, c'est difficile, car j'ai perdu un fils et un mari. Gene, je ne le déteste pas. J'aurais pensé que si, mais je ne veux haïr personne. Je tenais à lui. Jerry était un garçon super. Il avait toujours le sourire aux lèvres.
C'était Jerry, quoi. Il était lui-même. Plein de vie. Je dois aller de l'avant, c'est ce que tout le monde me dit. Jerry ne voudrait pas que tu restes là à te morfondre. Il voudrait te voir heureuse de vivre. Alors j'avance, c'est tout ce que je peux faire.